On va maintenant s'intéresser aux facteurs géopolitiques de la crise avant de revenir à l'aspect institutionnel. Alors, je laisse la parole à Alexandre Brown pour, euh, pour son analyse. Merci à toutes et à tous d'être présents et je remercie surtout le club Fénicie pour son invitation et les deux intervenants qui m'ont précédé, qui ont exposé avec brio les tenants et les aboutissants de cette crise aussi bien économique que politique. Moi, il va s'agir d'aborder le sujet sous le prisme géopolitique. Donc, ça pourrait très bien faire l'objet d'une thèse, mais je vais essayer de synthétiser ça, de simplifier ça en l'espace d'un quart d'heure. Le Liban est connu pour être la caisse de résonance des instabilités régionales. Chaque tension, chaque rivalité au Moyen-Orient, Arabie Saoudite contre Iran, Iran, Israël, Iran, États-Unis, Turquie, Russie, ont des répercussions, ont un écho au Liban. Pourquoi ? Parce que le Liban, en fait, de tout temps, a toujours été divisé par le biais de ses communautés et de ses confessions. Petit retour, petite contextualisation. Il y a 100 ans, donc à l'époque du mandat, l'époque où le général français Henri Gouraud a créé le Grand Liban, la société libanaise était déjà scindée, divisée en deux. On appelait ça comme une sorte de manichéisme politique. Soit ils étaient anti, soit ils étaient pro. Donc il y avait la partie majoritairement chrétienne qui était favorable au mandat français, alors que la majorité musulmane était plutôt favorable à une union avec la Syrie voisine. Au lendemain des indépendances, en 1943, le Liban a fait le choix d'un alignement pro-occidental, pro-américain, pro-capitaliste, alors que les deux pays arabes montants à cette époque, à savoir la Syrie et l'Égypte, avaient fait le choix d'un alignement pro-soviétique avec une idéologie pan-arabe. Il y a eu des répercussions au Liban avec la guerre civile en 1958, avec d'un côté les partisans pan-arabes de Nasser et de l'autre les partisans loyalistes de l'intégrité du Liban. Puis vient les nombreux conflits israélo-palestiniens où le Liban a tenté tant bien que mal de garder sa neutralité, sauf qu'il y a eu des répercussions une fois de plus au Liban. Et une fois de plus, la société civile libanaise était scindée en deux, avec grosso modo, sans rentrer dans les détails, une partie pro-palestinienne et une partie pro-milice chrétienne. Au lendemain de la guerre civile, avec les accords de Taïf en 1989, pour la résolution du conflit, une fois de plus, la société était scindée en deux, avec partisans ou opposition à la tutelle syrienne. Dès 2005, en fait, au moment où les troupes syriennes quittent le pays définitivement, une énième pomme de discorde vient au Liban. Et cette principale pomme de discorde, c'est le Hezbollah, sur fond de rivalité américano-iranienne. Pourquoi iranienne ? Parce qu'automatiquement, on le sait tous, le Hezbollah a des liens avérés, affichés avec l'Iran et fait partie d'un ensemble régional. Selon la sémantique iranienne, on appelle ça l'axe de la résistance. Selon la sémantique saoudienne ou américaine, c'est plutôt le croissant chiite qui va de Téhéran à Beyrouth en passant par Bagdad et Damas. Donc finalement, le Hezbollah est le maillon occidental de cette chaîne et permet finalement à l'axe iranien d'avoir un accès à la mer Méditerranée, mais surtout permet à l'axe iranien d'être aux frontières de son ennemi israélien. Donc, parce que cet axe vise à contrecarrer, à lutter contre les intérêts israéliens et américains dans la région. Donc finalement, cet axe s'oppose et est en confrontation avec un autre axe qui regroupe les États-Unis, qui ne sont pas une puissance régionale, mais qui ont des intérêts dans la région, par le biais d'Israël et par le biais des monarchies du Golfe. Comme on peut le voir récemment avec les récentes normalisations des monarchies du Golfe qui viennent officialiser le rapprochement avec Israël pour finalement, dans le but d'isoler et de contenir cette influence iranienne au Levant et également par le biais des alliés de l'Iran, donc à savoir le régime de Bachar al-Assad ou le Hezbollah.
Cette guerre par procuration entre ces deux axes se joue au Liban sur différentes formes. Il y a d'abord le levier militaire, même si c'est plutôt sporadique avec des accrochages à la frontière israélo-libanaise, des tirs de sommation, des dissuasions, des discours un peu guerriers ou un peu agressifs de la part des autorités israéliennes notamment. Mais ce front militaire va surtout se déplacer en Syrie, où le Hezbollah a des bases militaires où ils stockent des armes qui sont généralement iraniennes, qui proviennent et qui transitent par voie terrestre. Elles proviennent de Téhéran, elles passent par l'Irak et par la Syrie pour être stockées à la frontière syro-libanaise dans la région de Homs ou dans la région de Damas. C'est pour ça qu'on voit généralement, si on suit l'actualité libanaise, que l'aviation israélienne viole l'espace aérien libanais régulièrement pour aller bombarder ces cibles-là pro-iraniennes et les stocks d'armes du Hezbollah. Ce conflit entre ces deux axes bien distincts se joue également dans la société civile libanaise. On le sait, le Hezbollah pro-iranien donc, reçoit ses subsides de la part de l'Iran ou de la part de la diaspora libanaise, généralement qui vit en Afrique de l'Ouest, ou de la Syrie, mais c'est plutôt secondaire depuis que la Syrie est en guerre. L'axe américain va, lui, essayer de jouer sur les divisions traditionnelles, 14-8 mars. Donc, va essayer de financer par ces instances humanitaires ou gouvernementales certains partis pour essayer de déstabiliser ou de contenir le Hezbollah en son sein, donc au Liban. Donc, généralement à la veille des élections ou pour des campagnes publicitaires ou lors des manifestations. Je reviens au niveau des manifestations qui ont eu lieu, qui ont chamboulé le Liban, qui étaient de base initialement donc apolitiques, aconfessionnelles, qui visaient tout simplement à fédérer l'ensemble du pays, l'ensemble de la société civile contre la corruption, contre le manque de réformes, contre le népotisme à la tête de l'État. On l'a vu en fait que suite à la démission de Saad Hariri le 29 octobre, il y a un an jour pour jour, les critiques se sont déplacées et ont été virulentes, surtout à l'égard du Hezbollah, contre la tutelle iranienne et contre les armes du Hezbollah. Pourquoi les armes du Hezbollah? Parce que le Hezbollah détient des armes et aujourd'hui, on le sait tous au Liban, le Hezbollah est mieux armé que l'armée libanaise. Donc c'est un outil dissuasif, un outil de blocage politique et également peut s'en servir pour bloquer certaines réformes qui vont à l'encontre de ses intérêts. Donc finalement, on l'a vu que ces manifestations faisaient, quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non, le jeu des ennemis du Hezbollah. Donc aussi bien les États-Unis, l'Arabie Saoudite qu'Israël ont vu d'un bon œil ces manifestations qui finalement perturbaient et gangrénaient le Hezbollah en son sein au Liban. Donc par des communiqués de presse ou par des communiqués officiels, ces trois puissances généralement soutenaient ces manifestations. Mais ces manifestations sont à replacer également dans un ensemble plus large, parce que le Moyen-Orient est un peu un nœud gordien, où tous les éléments sont liés. À la même époque, en octobre-novembre, avaient lieu également des manifestations en Irak et en Syrie également, pour manifester contre le régime de Bachar al-Assad, ou en Irak contre le poids des milices chiites. Donc finalement, ces trois pays où il y a eu des manifestations, Liban, Syrie et Irak, sont les trois pays où l'Iran est présente, où l'Iran tente finalement de sanctuariser ses victoires militaires contre Daesh par des victoires politiques. Or, ces manifestations sont là pour finalement fragiliser cette alliance et fragiliser cet axe, pour finalement le scinder en deux ou tout simplement amener la population à se retourner contre cette tutelle-là. Du coup, ça fait le jeu de cette alliance tripartite israélienne, américaine et saoudienne. Et les Américains vont également essayer d'attaquer au porte-monnaie cette alliance-là par le biais des sanctions. Les sanctions ne datent pas d'hier, elles datent des années 80. Généralement, ça ciblait les hommes d'affaires proches du Hezbollah, la diaspora libanaise en Afrique ou en Europe ou en Amérique du Sud qui envoyaient des fonds au parti
ou essayer tout simplement de couper les vivres iraniennes, parce qu'on le sait très bien, les subsides du Hezbollah proviennent majoritairement de l'Iran. Donc récemment, depuis le 17 juin dernier, est entrée en vigueur la loi César. Donc c'est une loi qui vise officiellement le régime de Damas pour couper finalement, pour empêcher le régime de Damas d'importer et surtout d'exporter ses marchandises. Or, le Liban, comme Michel l'a expliqué, reste également tributaire de la Syrie, tributaire de son approvisionnement aussi bien agricole que pharmaceutique auprès de la Syrie. Et donc, officieusement, ces sanctions visent le Hezbollah et toutes les entreprises qui commercent avec la Syrie. Mais toutes les entreprises qui commercent avec la Syrie sont proches du Hezbollah. Donc finalement, les États-Unis essaient de couper littéralement les vivres du Hezbollah pour tenter tout simplement de les fragiliser et de les amener à négocier. Mais le but de ces sanctions, c'est là où c'est très subtil et très dangereux pour les populations, c'est qu'elles visent et qu'elles touchent principalement les populations civiles, parce que le Hezbollah, qu'on le veuille ou non, a des entreprises dans tous les domaines clés de l'économie libanaise. Donc, toute la population peut être touchée par ces sanctions-là. Donc, ces sanctions-là ont pour but de faire en sorte que le peuple se rebelle d'autant plus contre le Hezbollah. Parce que les gens savent que ces sanctions ne sont pas là contre le peuple, sont là contre le Hezbollah. Et c'est là où ça m'amène à mon quatrième volet, c'est que ça cherche toutes ces sanctions, ces pressions sociales, militaires et économiques visent à amener le Hezbollah à la table des négociations. Et c'est là où l'actualité rentre en compte avec les récentes négociations entre les délégations israéliennes et libanaises pour le partage des frontières maritimes. Il faut savoir qu'Israël et le Liban sont en état de guerre, même si les tensions restent assez stables, on va dire. Il y a un contentieux maritime. Contentieux maritime parce qu'il y a beaucoup de ressources gazières qui peuvent permettre, notamment à l'économie libanaise, de renflouer les caisses de l'État et d'investir dans d'autres domaines de l'économie. Ces ressources gazières représentent 453 milliards de mètres cubes de gaz et Israël revendique également cette partie-là. Or, Israël est également prête à faire des concessions. Faire des concessions, c'est selon la logique et selon la stratégie israélienne, c'est la terre contre la paix. Ces négociations, il faut savoir qu'elles sont sous l'égide de Washington. Washington a un agenda bien précis dans la région, c'est pacifier le Moyen-Orient selon ses intérêts. Et ces intérêts sont également les intérêts d'Israël. Donc Israël cherche, dans cette logique, comme on a pu le voir avec les récents accords de normalisation avec Bahreïn, les Émirats arabes unis ou le Soudan, cherche, pourquoi pas, à normaliser leurs relations avec le Liban, en affaiblissant totalement le Hezbollah, qui n'est pas dans une logique de confrontation actuellement. Donc le but de ces négociations, même si la société libanaise, même si les délégations libanaises, et même si Michel Aoun, qui a martelé et stipulé que s'il y a négociation, négociation ne veut pas dire reconnaissance et ne veut pas dire normalisation. La délégation libanaise, elle, veut se baser uniquement sur le droit international et sur l'aspect très technique du dossier. Donc c'est là où toutes ces pressions américaines visent finalement, ont pour finalité d'amener le Liban à la table des négociations pour normaliser les relations avec l'État d'Israël. Donc, comme on a pu le voir, et je le reprécise, le Liban a la géopolitique de ses communautés. Donc, comme on a pu le voir, l'Iran est un soutien de la communauté chiite, majoritairement. Les sunnites, eux, vont être généralement soutenus par soit l'Arabie saoudite, comme on peut le voir avec le courant du futur, ou soit maintenant, de manière de plus en plus visible, on voit l'émergence d'une ingérence néo-ottomane, donc de la Turquie, généralement dans la ville de Tripoli ou dans les fiefs sunnites du Liban. L'Arabie saoudite a déclaré la dernière fois que son aide, suite à la double explosion du port de Beyrouth,
serait accordée si et seulement si le Hezbollah ne fait pas partie du gouvernement et n'a pas un poids dans l'échiquier politique libanais. Donc c'est une forme d'ingérence, et ça suit finalement cette logique américaine de sape de l'influence iranienne au Liban. Donc après, il y a également les chrétiens, et là on l'a vu avec les récentes visites d'Emmanuel Macron qui est venu à 2 reprises. Les liens avec la France sont historiques et ils remontent au temps des croisades, au temps de Saint-Louis, qui avait des liens déjà avec les maronites. La France veut garder finalement cette porte vers le Moyen-Orient, c'est sa porte d'entrée vers le Moyen-Orient, par le biais de la communauté chrétienne. On le voit, son discours a bien été reçu, mais a été durement critiqué également par la communauté musulmane. Donc elle ne fait pas non plus consensus, elle fait consensus sur le fond, parce que l'initiative française est un impératif, mais pas sur la forme, parce qu'elle a été durement critiquée par bon nombre de partis qui jugeaient cette initiative et le ton donné par la délégation française comme mi-paternaliste, mi-néocolonial. Donc ainsi, en guise de conclusion sur ce petit exposé sur la géopolitique du Liban et les facteurs de crise, je vais reprendre la phrase de Jean-Paul II qui disait que le Liban était un pays message dans sa lettre apostolique en 1989 pour finalement parler de la richesse de cette mosaïque culturelle, confessionnelle et communautaire. Mais or, cette mosaïque culturelle, confessionnelle et communautaire est la cause des nombreuses prédations et des nombreuses ingérences au Liban même. Je vous remercie. Merci Antoine.